Iconique, le podcast qui décrypte notre fascination pour les artistes. Épisode 1, Frida Kahlo, une icône militante et marketing. C'est la femme artiste la plus connue du monde. C'est une communiste, une inspiration pour la mode et une féministe. Son visage est reconnaissable instantanément et il est aussi fréquemment utilisé que celui du Che Guevara et de Bob Marley. Nous sommes fascinés par son destin tragique, son histoire d'amour tourmentée, son style anticonformiste. Cette révolutionnaire, au sens plein du terme, artistique, politique, sexuelle, a impressionné les grands de son siècle. Pourtant, son œuvre et sa personne sont restés plutôt dans l'ombre jusqu'au début des années 80. Et à partir de là, nous avons créé une icône, Frida Kahlo. Mais comment ne pas faire autrement? Il y a tous les ingrédients d'une vraie telenovela mexicaine. Amour, souffrance, sexe, politique, trahison. Mais il y a aussi Barbie, les costumes d'Halloween, les emojis, les filtres Snapchat et autres excès commerciaux de la Fridamania. Alors, coup de projecteur sur notre fascination pour cette icône pop tiraillée entre militantisme et marketing. Commençons par un rapide portrait de l'artiste. C'est le portrait iconique. Caractéristiques physiques. Tresse nouée sur le dessus de la tête et ornée de fleurs. Lèvres d'un rouge vif, monosourcils et duvet non dissimulé. Prénom et nom. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Date et lieu de naissance. 6 juillet 1907, Coyoacán, Mexique. Date et lieu de décès. 13 juillet 1954, 47 ans, Coyoacán, Mexique. Et maintenant, découvrons les 6 ingrédients de la vie de Frida qui nous font fantasmer. C'est la recette iconique. Le premier ingrédient de notre fascination, c'est sa passion. L'histoire d'amour de Frida et de Diego est digne d'un film dramatique. Attraction irrésistible, infidélité, trahison, retrouvailles, un amour qui nous fait fantasmer. Mais nous pouvons aussi nous l'approprier parce qu'en transposant ses passions dans ses œuvres, Frida les rend universelles. Le deuxième ingrédient de notre fascination, c'est sa liberté. La vie sexuelle libérée de Frida, surtout à son époque, nous fascine aussi. Elle ne va pas rester les bras croisés pendant que Diego va voir ailleurs. Elle a eu de nombreuses relations et elle assume sa bisexualité. D'ailleurs, Léon Trotsky et Joséphine Baker vont succomber à ses charmes. C'est donc cette figure de femme moderne et émancipée que nous admirons chez elle. Le troisième ingrédient de notre fascination, c'est sa force. Nous sommes aussi captivés par cette femme qui a su affronter sa souffrance et en faire une force. En 1925, la jeune Frida est gravement blessée dans un accident de bus. Elle souffre de multiples fractures, notamment à la colonne vertébrale, qui l'obligent à rester allongée de nombreux mois, puis à porter un corset. Frida souffre, et cela jusqu'à sa mort. Clouée dans un lit, elle se met à peindre et fait installer près d'elle un miroir. L'artiste devient son propre sujet. La peinture se révèle pour elle un exutoire. En 1929, elle se marie avec l'artiste reconnu Diego Rivera. Frida Kahlo doit endurer ses infidélités répétées et notamment avec sa sœur. Ils divorcent mais se remarient un peu plus tard, des amants maudits qui ne peuvent pas se quitter. Elle dira « J'ai eu 2 accidents graves dans ma vie. L'un à cause d'un bus, l'autre ce fut Diego. Diego fut de loin le pire. » Le quatrième ingrédient de notre fascination, c'est son militantisme. Elle nous fascine également parce qu'elle synthétise et symbolise de nombreux combats. C'est une révolutionnaire. Frida prétend être née en 1910, date du début de la révolution mexicaine, et aime se qualifier de « fille de la révolution ». C'est une communiste. Elle rejoint le Parti communiste mexicain dès l'âge de 21 ans. Elle est animée par un désir de changer la société et de combattre les inégalités. C'est une fervente combattante pour la mexicanité. En 1942, elle devient membre du Seminario de Cultura Mexicana, organisation créée par le ministre des Affaires culturelles.
Elle a pour mission d'encourager la diffusion et la culture mexicaine par le biais d'expositions et autres rendez-vous culturels. Elle mettait surtout en avant ses origines à travers son apparence et devient très vite un symbole nationaliste au Mexique. C'est surtout une féministe. Très jeune, Frida Kahlo refuse de se soumettre et se lance dans une lutte contre les stéréotypes de genre. Elle dit « Je ne veux pas suivre le même parcours que toutes les autres femmes mexicaines, soumises et silencieuses. Non, moi je veux voyager, étudier, je veux la liberté et le plaisir. Tous les plaisirs. » Elle incarne donc un symbole militant par excellence. Le 5e ingrédient de notre fascination, c'est son image. Notre fascination a aussi été forgée par sa grande faculté à se mettre en scène. Elle offre une image qu'elle travaille dans ses autoportraits, 55 sur environ 143 tableaux. La peintre met en scène sa souffrance, autant physique que morale. Elle se montre digne, la tête droite et le regard fier. Son image est aussi très réfléchie dans les photos qu'on prend d'elle. Elle fait très attention à ses poses et à son apparence. Son style affirme sa mexicanité, sa liberté et sa force, mais permet aussi de cacher ses corsets médicaux. Elle devient ainsi cette icône de mode qui inspire les plus grands créateurs aujourd'hui. Elle fait d'ailleurs une apparition dans le Vogue américain de 1937. Le portrait le plus connu de l'artiste n'est pas un de ses autoportraits, mais c'est bien une maquette de couverture pour Vogue 1939 réalisée par Nicholas Murray, un de ses amants. Il faudra attendre novembre 2012 pour que ce portrait fasse la une du Vogue mexicain. Son visage est donc devenu une œuvre à part entière et cela contribue à l'élever au rang d'icône. Évidemment, le dernier ingrédient de notre fascination, c'est son talent. Nous sommes fascinés par la créativité de Frida. Son œuvre est à la fois intime et universelle, populaire et avant-gardiste. Grâce à tous ces ingrédients, nous avons pu au fur et à mesure transformer Frida en icône. Mais quelles sont les grandes étapes de cette transformation? Voici le parcours iconique. Comme pour de nombreux artistes, la reconnaissance et l'appréciation du travail de Frida Kahlo n'ont pris de l'ampleur qu'après sa mort en 1954. Certes, il y a eu une première vague de son vivant dans les années 1930 quand le surréaliste André Breton l'a découverte, mais elle n'avait pas du tout l'impact qu'elle a actuellement. Tout a véritablement commencé à partir des années 70. Lorsque les combats pour les droits des femmes, des groupes LGBT et d'autres nombreuses communautés vont mettre en avant Frida et l'utiliser comme un étendard. Mais pour l'instant, elle n'est connue que des cercles d'art et des militants. Tout bascule à partir des années 80 avec la publication de sa biographie puis de son journal intime qui la font connaître du grand public. Ensuite, c'est au tour de Madonna de la mettre en avant, notamment en achetant des œuvres de l'artiste. C'est l'icône d'une icône. Madonna est fascinée par Frida et s'en inspire dans ses clips. Pour l'anecdote, Madonna a tenté de convaincre les studios du film Frida, sorti en 2002, pour jouer le rôle principal. Mais c'est Salma Hayek qui obtient le rôle et qui est oscarisée. Ce film de Julie Taymor permet de populariser encore davantage la figure de l'artiste partout dans le monde. Sa place d'icône se développe et se stabilise d'une part par les nombreuses expositions, les livres et les recherches scientifiques et d'autre part par la commercialisation de son image. Mais que se cache-t-il derrière cette icône marchande? Ne rentre-t-elle pas en contradiction avec son image militante? C'est l'heure des révélations iconiques. Aujourd'hui, Frida Kahlo est devenue l'icône que l'on connaît. Son mono-sourcil et ses fleurs dans les cheveux sont devenus des marques, des points de repère, certes caricaturaux, mais qui sont définitivement ancrés dans l'imaginaire collectif, comme par exemple la langue pendue d'Albert Einstein. Baskets, tequila, vaisselle, rideaux, bijoux, les objets estampillés Frida Kahlo pullulent depuis quelques années. Pour Sylvie Boreau, professeure de marketing à la Toulouse Business School, cette Fridamania vient en partie de l'histoire que la peintre s'est construite et parce qu'elle incarne des valeurs qui sont aujourd'hui recherchées par la société.
utiliser des produits qui représentent l'artiste est une manière de s'approprier sa personnalité et ses valeurs. C'est la hit girl du moment. En portant ses vêtements, je dis « je suis comme elle ». Mais c'est aussi son rapport très fort à la mode qui fait de Frida Kahlo un objet marketing si efficace. L'artiste ne répondait pas au canon de beauté et en jouait. Elle montrait qu'une femme peut être attirante par sa personnalité. Et si Frida vivait à notre époque, ne penses-tu pas qu'elle serait une influenceuse badass sur Instagram en postant des selfies avec des hashtags féministes et inclusifs? C'est une influenceuse avant l'heure. D'ailleurs, le hashtag Frida Kahlo compte plus de 4 millions de publications sur Instagram, presque autant que Madonna. Et en parlant d'influenceuses, connais-tu le point commun entre Frida Kahlo et Kim Kardashian? Elles ont toutes les deux leurs propres émojis. Et oui, Frida est tendance. Prends par exemple ces couronnes de fleurs. On les retrouve aujourd'hui sur toutes les mannequins à Coachella ou sur l'album des Brigitte. Eh bien, ce n'est pas pour Frida un simple accessoire de mode. C'est avant tout un symbole de son identité amérindienne. Tu le savais ça? D'ailleurs, je te laisse aller voir sur internet le costume d'Halloween de Beyoncé en 2014. Et si Frida était une marque? En 2019, la marque Ulta Beauty n'a pas hésité à créer une gamme à l'effigie de l'artiste, le mono-sourcil peu visible et la peau blanchie, le tout en arborant le slogan « Ne vous excusez jamais de qui vous êtes ». La marque s'est défendue contre les accusations sur sa page Facebook. Elle explique avoir trouvé l'image dans la librairie officielle de la Frida Kahlo Corporation. Ce n'est pas la première fois qu'une utilisation de l'image de l'artiste fait scandale. En 2018, la poupée Barbie Frida Kahlo, créée à l'occasion de la journée des droits des femmes par Mattel, représentait l'artiste avec la peau blanche, sans moustache et avec 2 sourcils bien distincts. La marque s'est défendue en expliquant qu'ils ont travaillé en étroite collaboration avec, tiens-toi bien, Frida Kahlo Corporation. Mais qu'est-ce que c'est? Cette compagnie, basée en Floride, est née en 2005 d'une alliance entre la société Casablanca Distributors et des membres de la famille de l'artiste. La société est bien, depuis 2007, détentrice des droits à l'image de Frida Kahlo. Ainsi, des centaines de produits dérivés se retrouvent à l'effigie de l'artiste partout sur la planète, avec une licence d'exploitation qui exige un reversement de 2 à 5% des revenus à la société. Est-ce que Frida Kahlo Corporation est la force obscure de la Fridamania? Les avis divergent. Il y a ceux qui sont contre cette récupération capitaliste d'une artiste engagée et en totale contradiction avec les valeurs portées par celle-ci. La journaliste Titu Lecoq s'est insurgée contre cette récupération commerciale dans un article publié sur Slate en 2018. Je cite: « En réalité, ce n'est même plus Frida Kahlo qui est représentée, mais bien un symbole sourcilière. » La journaliste met aussi en avant l'immense gouffre qui existe entre la représentation de l'artiste, que le marketing diffuse, et son travail empreint de douleur. D'autres personnes sont pour cette commercialisation. Enfin, ils expliquent que cet engouement autour de la peintre participe à faire connaître son œuvre et ses combats. Julie Crène, docteure en histoire de l'art, s'accorde avec ce constat. Elle dit dans un article des Inrocks en 2019: « Elle voulait se montrer. Même pour sa dernière exposition, elle avait orchestré son entrée pour qu'elle soit spectaculaire. Elle s'était fait porter sur son lit comme une reine pendant que tout le monde l'acclamait. Je suis sûre que si elle pouvait voir cet enthousiasme autour d'elle aujourd'hui, ça lui ferait plaisir. Elle a gagné son combat féministe. » Pour cette commissaire d'exposition, la récupération commerciale a donc aussi un aspect positif. Pour elle, bien que leur vente nourrisse le capitalisme, elle permet de rendre visible une femme artiste et de faire connaître son travail qui incarne des problématiques encore très actuelles. L'œuvre de la peintre est d'ailleurs de plus en plus connue, comme en témoignent les files d'attente devant une exposition où une seule toile est signée Frida Kahlo. Et si Frida est si représentée, c'est peut-être parce que l'art manque de figures féminines.
Ça fait du bien de voir Frida sur un t-shirt plutôt qu'Andy Warhol ou Picasso. C'est pas faux. D'autres personnes encore voient cette Frida-mania comme une mode. La professeure Sylvie Boreau estime que cet engouement commercial passera, comme toutes les tendances. Elle assure, dans un article des Inrocks en 2019, cette mode reviendra, comme Marilyn Monroe, parce qu'elle fait partie du patrimoine culturel universel. Frida Kahlo se serait en partie réjouie de l'engouement qui existe autour de sa personne. C'est bientôt la fin de cet épisode, alors voici le mot de la fin. Le statut emblématique qu'a acquis l'artiste à titre posthume est une bonne chose au final. Mais avons-nous tendance à séparer Frida de l'héritage qu'elle a laissé et à ne pas apprécier pleinement son œuvre révolutionnaire ? Christina Kahlo, photographe et petite-nièce de Frida Kahlo, dans une interview pour Google Arts Culture, partage son opinion au sujet de la Frida Mania. Elle explique. La Frida-mania découle en particulier de la manière dont certaines femmes s'identifient à un ou plusieurs aspects de l'existence de Frida Kahlo. Malheureusement, elle n'est souvent connue que pour des faits anecdotiques de sa biographie. Sa facette la plus importante, à savoir son héritage artistique, est fréquemment négligée. On ne peut pas vraiment faire une distinction entre son image et son œuvre. Ses peintures reflètent ses sentiments et ses pensées. Christina Kahlo pense donc que nous sommes libres de l'admirer pour les aspects avec lesquels nous nous identifions le plus. Mais quiconque l'admire en tant que personne se doit de découvrir son œuvre. Au lieu de nous assurer que Frida Kahlo et son œuvre restent emblématiques, ce qui est déjà fermement acquis, nous devrions étudier ses tableaux ainsi que la vaste iconographie qui lui est associée et prendre nos distances avec les produits qui desservent et déforment son image. Finalement, à travers son art, elle a pu sensibiliser, provoquer et s'exprimer librement. Chacune de ses peintures lui permettait de parler de sujets tabous dont personne n'osait parler jusqu'alors. De sexe, en passant par l'avortement, les fausses couches ou encore la dépression, ses peintures illustrent les expériences de la vie d'une femme. Et elle dira elle-même « J'aimerais que mon œuvre contribue à la lutte pour la paix et la liberté. » Merci d'avoir écouté cet épisode d'Iconique, le podcast qui décrypte notre fascination pour les artistes. À bientôt!